Merci beaucoup, Alain. Chers collègues, nous sommes en fait ici pour une expérience. Je voudrais commencer avec une idée sur laquelle je crois on sera tous d'accord qu'on ne peut pas séparer le problème du pluralisme aujourd'hui du problème de la mondialisation, du globalisme, du universalisme. On a d'autres expressions. Alors, je vais commencer un petit peu pour vous, les scientifiques surtout, de rappeler certaines bases historiques de ce problème et je passerai ensuite à une notion du pluralisme que je définis comme le pluralisme interprétatif. C'est un concept philosophique, mais ce n'est pas un concept difficile, mais je vais passer de ce problème après. Le problème de la mondialisation apparaît dans l'histoire occidentale, grosso modo, à l'époque romaine. Avant, on peut parler du même problème, mais en fait, c'est très évident à partir surtout de la République et ensuite de l'Empire. Les Romains furent le premier peuple à avoir clairement compris ce que signifie ce concept dans l'ordre des transports, de la communication et du gouvernement. Et cette compréhension, c'est la langue latine qui l'a véhiculée, aidée en cela par l'idée que d'être lettré, c'est savoir lire et écrire en latin. Rome n'a pas souhaité que le latin fût la seule forme admissible si l'on voulait participer à une société tournée vers l'ensemble du monde, mais non, que le latin fut en fait la précondition de participer à ce monde et par la suite les idées d'accès à la culture, de latinité et d'universalisme devinrent pratiquement synonymes. Voilà, la première base, c'était l'époque romaine. Ce n'est qu'à partir du 7e siècle que l'expression latine, en tant que forme de mondialisation linguistique, eut à relever un grand défi. Celui-ci lui était lancé par l'expansion de l'islam, qui proposait une alternative fondée tout d'abord sur l'arabe parlé et puis sur l'arabe écrit, dans un vaste territoire allant de l'Afrique du Nord et de l'Espagne à la Perse, l'Inde et à des parties de la Chine. Le christianisme qui propageait la culture latine et l'islam qui propageait la culture arabe restèrent des rivaux durant tout le Moyen-Âge, mais il y avait entre eux, depuis l'Antiquité tardive, des influences réciproques, surtout par le grec, des emprunts et des passerelles intellectuelles. La suprématie du latin est due en Europe avant tout à la conquête, à la conversion, à l'expansion économique et à l'imprimerie. Et son exclusion du sud méditerranéen à l'échec de la conquête, de la conversion et de l'expansion économique, à quoi s'ajoute la réticence de la culture islamique à faire un usage significatif de l'imprimerie avant le XVIIIe siècle. Les colonisations européennes et arabes ont cependant un trait en commun qui les diffère de l'époque romaine. Dans les deux cultures, les étés de l'universalisme que Rome avait appuyé sur l'administration économique et militaire, ainsi que sur la langue latine, ont été remplacés largement par la religion. Alors voilà deux points de départ qui sont importants pour la suite de l'histoire. Je dois dire tout de suite, en tant que médiéviste, je ne vais pas parler du Moyen-Âge parce que je ne sortirai pas. Mais je voudrais passer maintenant à la période après. On peut dire grosso modo que, en fait, le Moyen-Âge latin, comme on peut caractériser cette période comme une période dans laquelle l'universalisme
a connu une extension progressive fondée sur la version écrite classique de la langue latine, c'est-à-dire si on prend d'un point de vue de la communication. On trouvait en parallèle la conformité linguistique représentée par la langue écrite et sa grammaire, et le pluralisme linguistique représenté par les langues parlées sans grammaire constituée. Alors, c'est sur le plan linguistique qu'on pourrait peut-être le mieux distinguer ces deux tendances. Et durant le Moyen Âge, la relation entre langues écrites et non écrites reflète celle qui unit universalisme et pluralisme. Mais vers 1550, le débat sur la langue universelle fait place à un autre chapitre de l'histoire de la mondialisation, l'introduction de la notion d'identité nationale et l'écriture d'histoire littéraire nationale. Alors je passe maintenant d'une période dans laquelle on pourrait distinguer ces deux tendances sur le plan linguistique à un autre dans lequel je vais proposer que ces distinctions purement linguistiques ne sont plus la base de ce problème du pluralisme. La source première de l'universalisme littéraire, à savoir le latin, s'effaçait devant la presse à imprimer, de sorte qu'une langue unique, vecteur de cette doctrine, se voyait remplacée par un moyen de communication que l'on pouvait utiliser, quelle fût la langue que l'on écrivait. Identité nationale et pluralisme linguistique entrèrent en conflit dans les siècles suivants. Et ça, c'est en effet le fond du tableau que je vais décrire dans les 2-3 minutes qui suivent. La naissance de l'État-nation et son lien étroit avec l'écriture de l'histoire littéraire s'apposaient à l'approche atemporale et pluraliste du domaine littéraire partagé dans les siècles antérieurs, surtout au Moyen Âge, tel qu'en témoignent, par exemple, les études centrées sur le mythe, l'allégorie, le genre, le symbolisme, l'étymologie, la généalogie ou l'herméneutique antique. À l'inverse, le XVIe siècle modifie l'ordre des priorités en établissant un lien entre éléments temporels dans l'histoire littéraire et éléments historiques dans l'identité nationale. Ça, c'est, je crois, le fond de ce lien. Et ce lien se poursuivit jusqu'au XIXe siècle, où les études littéraires, après l'introduction du formalisme russe et de la décolonisation progressive de l'éducation dans les pays non occidentaux, trouvèrent un regain d'intérêt pour le pluralisme, même s'il ne s'agissait pas du pluralisme des époques antérieures. Que signifie pluralisme et identité nationale dans ce contexte? La philosophie politique contemporaine nous a habitués à la notion de pluralisme. On pense à Anthony Appiah, à Ronald Dworkin, à Martha Nussbaum, à Charles Taylor ou à John Rawls surtout, et si on remontait plus haut, à William James et à John Stuart Mill. Dans cette tradition, le pluralisme renvoie à la coexistence de groupes distincts dans la société, groupes ethniques, religieux, linguistiques, et à leur aspiration à la justice et à l'égalité. On peut aussi définir le pluralisme, et c'est en fait ma petite contribution à ce sujet, comme une position intellectuelle choisie par des esprits qui vivent ou non dans des sociétés pluralistes. C'est-à-dire, on peut opter pour le pluralisme, même si on ne vit pas dans une société pluraliste sur le plan politique. Ce pluralisme critique, interprétatif ou herméneutique, selon le contexte, suppose avant tout un choix volontaire en faveur d'un point de vue spécifique, soucieux de l'arrière-plan social, ethnique ou religieux.
Et dans la perspective qu'il adopte, la réalité relève plus d'un principe sous-jacent et par conséquent, aucun modèle explicatif ne peut rendre compte à lui seul de tous les phénomènes perçus dans une situation sociale, politique ou littéraire donnée. Et ça remonte à Aristote, en fait. Cette idée, ça remonte bien dans l'Antiquité, cette notion de perspective. Alors, je ne veux pas continuer tout trop longtemps sur ce sujet. On pourrait développer cette notion d'interprétation dans nos discussions qui suivent. Alors, quant à la notion d'identité nationale, c'est plus facile à définir parce que nous avons beaucoup de livres là-dessus. En fait, ça nous renvoie aux valeurs, symboles, mémoires, mythes et traditions associées à l'héritage particulier des nations et à l'identification des individus à cet héritage. Alors, les nations sont des unités géographiques qui existent dans l'espace et le temps, et toutefois, on considère l'élaboration d'une identité nationale, surtout aujourd'hui, comme essentiellement issue de l'imagination. C'est-à-dire qu'on est d'accord que, en fait, même si on n'est pas d'accord avec Benedict Anderson, qu'en fait, il y a un élément d'imaginaire dans cette évolution. Et si on garde cet élément à l'esprit, on peut soutenir qu'après le XVIe siècle, et je cite ici mon collègue à Oxford, Miller, la forme qui prend de la conscience littéraire est avant tout nationale. Adopter la notion d'identité nationale telle que le début de l'époque le moderne l'a forgée, c'est se sentir une grande responsabilité éthique à l'égard des membres de sa nation, une responsabilité que l'on n'endosse pas toujours à l'égard de ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que nous avons vu, et tragiquement dans certaines situations, cette notion de communauté et non-communauté. C'est aussi penser que l'État-nation, comme entité administrative, est la source de l'autorité légitime dans la société. Tout cela s'accompagne souvent d'un récit mythique des origines nationales. On considère l'état présent des choses comme issues d'une évolution ou d'une révolution qui ont conduit à dépasser d'autres modes de gouvernement, théocratie, féodalité ou monarchie. Alors, j'insiste sur ce problème de nationalisme, d'identité nationale, parce que la troisième chose avec qui je vais terminer est simplement de vous donner une idée des mouvements qui ont été contraires à cette notion. C'est-à-dire que nous avons l'apparition des identités nationales, ça posait ainsi à la perpétuation des traditions fondées dans l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge, mais à partir du XVe siècle, un grand nombre de mouvements intellectuels favorisèrent une perspective pluraliste. Alors, je n'ai pas le temps, naturellement, de vous faire une esquisse même très générale de ces mouvements, mais je voudrais simplement parler brièvement des trois principaux mouvements qui, pour moi, sont la redécouverte de l'Antiquité, l'émergence de l'herméneutique moderne, et plus récemment, et c'est là où je suis en discussion avec M. Berthoz, les recherches scientifiques sur le cerveau. C'est-à-dire, nous sommes dans la troisième phase maintenant, qui est surtout loin de son point de départ, mais qui est en évolution considérable. Alors, est-ce que j'ai un peu de temps qui reste jusqu'à 10 heures? Oui, bon, je prends 5 minutes ou 2-3 minutes avec chacun de ces divisions parce qu'ils ne sont pas pareils pour moi sur le problème du pluralisme. La redécouverte de l'Antiquité que vous connaissez tous a jeté les fondements de la première méthode comparative dans le domaine des études littéraires comme dans beaucoup d'autres domaines. Il faut admettre que la Renaissance est un mouvement pluraliste. Né des recherches sur les techniques que l'Antiquité et la Renaissance surtout a mis en œuvre pour écrire la poésie. Au centre de l'expérience de la Renaissance est le grand débat sur les anciennes et les modernes et l'écrit de la poésie. Alors c'était
à la base de ce mouvement littéraire, de tous les autres mouvements se sont progressivement organisés. Alors, le résultat, cela produisit une vision pluraliste des genres littéraires. Le développement de l'herméneutique, par contraste, proposa de fonder les humanités sur une base méthodologique indépendante. C'est tout à fait différent. À la Renaissance, on n'avait pas cette discussion de méthodologie dans ce sens. Et l'herméneutique produisit une vision pluraliste du sens, c'est-à-dire nous passons donc d'une notion de genre à cette question philosophique du sens, et je vais en parler brièvement de ça. Troisième, la psychologie et les neurosciences ont permis d'envisager en fait la lecture, l'écriture, autres fonctions cognitives comme une partie de la pensée. C'est-à-dire nous avons pour la première fois une description valable, scientifique, de ces activités que jusqu'à maintenant ont été en contrainte à observer de l'extérieur. Et ces différentes disciplines scientifiques sont venues, pour moi, confirmer la vision pluraliste à laquelle l'archéologie classique, la paléographie, l'anthropologie, la religion comparée et l'histoire de la philosophie donnaient naissance. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une période, pour moi, qui nous sépare du passé pluraliste, nous sommes dans une période de confirmation. C'est vrai qu'il y a des débats, mais des débats sont loin de l'essentiel, qui est une sorte de confirmation par le voie scientifique de quelque chose qui a été soupçonné très longtemps, et certainement dans la philosophie. Si j'avais choisi une discipline qui a insisté, c'était la philosophie. Alors, je n'ai pas le temps, naturellement, et dans le texte qui va être publié, je parle plus longuement de ces problèmes, mais laissez-moi simplement dire deux ou trois choses. Oui, j'ai encore 10 minutes. Je vais parler un petit peu d'abord de la Renaissance, parce que je suis un peu italianiste, et ça, c'est une chose qui est certainement italienne. Cette réhabilitation de l'Antiquité fut marquée naturellement par l'invention de l'imprimerie, qui rendit les textes classiques disponibles à un grand nombre de lecteurs, certainement progressivement au XVIe, XVIIe siècle, et par la chute de Constantinople, naturellement, et qui emmena des savants grecs et des manuscrits en Italie, et accéléra la redécouverte des textes antiques déjà entreprises par les humanistes occidentaux, tels que Pétrarque, etc. Au Moyen Âge, il existait, il faut dire honnêtement, de bonnes copies de l'art poétique d'Horace et bien d'autres textes, ainsi des manuels romains d'enseignement, etc. Mais ce fut la publication d'une version rigoureusement établie de la poétique d'Aristote qui modifia en profondeur le paysage des études littéraires et créa en fait le contexte pour ce comparatisme dont j'ai parlé. Ce texte d'Aristote avait fait objet de commentaires de la part d'Averroès et de Hermann l'Allemand, respectivement au XIIe et XIIIe siècle, mais c'est une autre traduction latine, bien meilleure, d'Alessandro Pazzi de Medici, publié à Bâle en 1537, qui a vraiment jeté la base pour le texte qu'on connaît aujourd'hui. Alors, et ont suivi des commentaires qui ont en quelque sorte expliqué Aristote, un grand public, Aristote de ce texte, je parle, parce que l'autre Aristote était bien connu avant. Et ces publications, et je ne parle généralement d'Aristote mais d'autres, firent naître un public attentif à deux questions de nature à promouvoir une perspective pluraliste. La première de ces questions consistait à se demander si la poésie, ou l'épique surtout, pouvait servir à l'instruction morale. C'était une question primordiale. Vous savez que Platon et plus tard Augustin soutenaient que la conduite des yeux païenne manquait de droiture
et avait pour conséquence qu'on ne pouvait guère trouver dans la poésie épique de valeur morale. Au XVIe siècle, le débat sur l'éthique dans la littérature fut intégré au parallèle entre les techniques poétiques des anciennes et des modernes. Et c'est à partir de cette base que j'ai bien des exemples qu'on voit naître une autre perspective plus pluraliste sur l'éthique. La seconde question posée par le pluralisme et inspirée par l'édition de la poétique d'Aristote portait sur les règles d'écriture de la poésie. Les auteurs médiévaux avaient aboli la différence entre écrivains antiques et écrivains postérieurs à l'Antiquité en faisant appel à l'allégorie. Les auteurs de la Renaissance, sans renoncer définitivement à cette méthode, opérèrent un retour aux anciennes, notamment à Aristote, en tâchant de réconcilier les pratiques contemporaines avec les enseignements des classiques. Ce qui donna naissance à la première reformulation occidentale de la théorie des genres littéraires, qui unit souvent les techniques de narration antique et Renaissance, naturellement, à des récits et des thèmes médiévaux. Mais j'insiste sur cette notion de genre littéraire parce que nous sommes dans une période, à partir du XIXe siècle, quand l'histoire même est considérée comme une branche, un genre littéraire. Alors, je voudrais insister que ce problème de genre et de l'éthique associée à ce genre commence à la Renaissance. Alors, passons à l'herméneutique, un autre grand problème dans ce domaine. Le développement de l'herméneutique est un autre chapitre dans l'essor du pluralisme interprétatif en Occident. Dans le mode antique, comme au Moyen Âge, la méthode herméneutique la plus répandue était l'allégorie, qui s'est suspendée l'écoulement du temps entre le texte et son lecteur en recourant à des concepts intemporels, par exemple les vertus, etc. Sous l'influence de l'école alexandrine et en particulier des commentaires d'Origène, commentaires perdus en partie, les méthodes allégoriques recourent à leur codification au Moyen Âge sous la forme du triple ou quadruple sens de l'écriture. Jusqu'au XVIe ou peut-être XVIIe siècle, l'herméneutique servait exclusivement de méthode pour l'interprétation de textes canoniques, l'ordre théologique ou juridique, censé renfermer une seule signification faisant autorité. Comme telle, cette discipline allait donc à l'opposé plutôt que dans le sens du pluralisme. Wilhelm Dilthey, qui mort en 1911, a imprimé une direction différente à l'herméneutique moderne. Inspiré par les leçons de Schleiermacher, publiées en 1838, Dilthey cherchera à donner aux sciences humaines un fondement logique, épistémologique et méthodologique parallèle à celui qui Kant avait donné aux sciences dans sa critique de la raison pure. Ces intérêts se portèrent par la suite sur le problème de l'expérience vécue et l'immédiateté de la compréhension de la réalité dans l'expérience. Ces dernières recherches, qui sont très, très intéressantes, le conduisèrent à penser contre Hegel qu'il n'existe pas de cadre explicatif unique aux événements historiques. L'écriture de l'histoire, pour emprunter le mot de Certeau, est une branche de l'herméneutique qui, contrairement à la science, n'arrache pas à ce qu'elle considère à la totalité de l'expérience. Dans un essai tardif qui s'appelle en français « Le développement de l'herméneutique », Dilthey tâche de passer des questions philologiques et théologiques soulevées par Schleiermacher à une thèse plus générale sur la philosophie et l'histoire, influencée cette fois par les recherches logiques de Husserl, publiées en 1901. Cette compréhension se fondait sur la différence entre l'expérience intérieure et l'expérience extérieure.
Dilthey poursuivit sa réflexion à ce sujet dans la formation du monde dans les sciences humaines, où il avançait l'idée que cette conscience de la réalité intérieure reflète l'histoire collective d'une communauté linguistique telle qu'elle s'exprime dans la loi, la poésie, le théâtre et d'autres formes de la culture écrite. Et dans cette phase de sa pensée, l'histoire de lire, écrire et commenter prend un rôle très central dans sa notion de pluralisme. Alors, après Dilthey, Dilthey était naturellement opposé aux conceptions d'identité nationale d'écrivains comme Heinrich von Treitschke, dont le but d'historien était de maintenir l'identité nationale, surtout allemande, sous la houlette de la Prusse. Le conflit entre conceptions pluralistes et historico-nationalistes, qui connut sa phase décisive dans les années précédentes et suivant la Première Guerre mondiale, est réapparu indirectement dans la carrière de Martin Heidegger, très controversé, généralement tenu pour avoir fait avancer la phénoménologie au-delà des idées kantiennes et cartésiennes de son maître Husserl. Heidegger déplaça l'herméneutique au-delà des soucis textuels et théologiques de Dilthey en les recentrant sur une conception herméneutique de l'existence débarrassée de sa métaphysique antique et médiévale. Mais la pensée de Heidegger était profondément marquée par la critique et historique de la modernité et de l'individualisme, et associée à son obsession de l'autorité de la communauté, elle le mena à adhérer au programme du national-socialisme dont il n'a jamais pu se libérer. L'effet de ce double développement, à la fois philosophique et rigoureusement politique, fut que Heidegger devint la première figure de l'histoire de la philosophie à représenter simultanément, sans parvenir peut-être à donner une synthèse, les deux aspects du débat moderne sur le pluralisme et l'identité nationale. Je passe brièvement à la prochaine figure, naturellement, c'est Gadamer, et je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai des choses à dire, certainement, sur l'avance prévue dans les sciences cognitives, mais j'aimerais bien intervenir sur ce sujet après M. Berthoz et nos conférenciers scientifiques. Alors, je vous remercie. C'était un choix difficile de vous présenter quelques idées sur le développement du pluralisme dans l'Occident. Je vous remercie. Merci. Merci.